Donc un régime réactionnaire antisémite. Le maréchal Pétain et son entourage veulent construire un nouvel État autoritaire, paternaliste, catholique et réactionnaire. Cette volonté de réformer la société et la vie politique française s'appelle la Révolution nationale. La Révolution nationale est construite autour de la devise « Travail, famille, patrie » qui vient remplacer « Liberté, égalité, fraternité ». Le travail. Les professions sont organisées par la Charte du travail, mise en place en octobre 1941. Cette charte instaure des corporations par branche d'activité dans le but de favoriser l'entente entre patrons et ouvriers et d'éviter la lutte des classes. Elle permet aussi à l'État de contrôler les corporations, ce qui lui permet de fixer les prix et les salaires, mais aussi d'encourager la mise en place de grandes entreprises contrôlées également par l'État. Pour lutter contre tout désordre, la charte du travail dissout les syndicats et interdit la grève. Enfin, la charte du travail privilégie la corporation agricole. Cette vision d'une économie administrée par l'État séduira des franges du syndicalisme français. Certaines franges du syndicalisme français. Famille. L'État français honore les familles nombreuses et de manière plus générale la femme au foyer. Instauration définitive de la fête des mères. Pour protéger la famille, le divorce est rendu quasiment impossible et l'avortement sévèrement condamné. Violette Neusière sera condamnée à mort de façon effective. Là, on voit bien qu'un article de loi qui... Patrie, la jeunesse est élevée dans le culte de la patrie du maréchal Pétain, ceci au sein de l'école, mais aussi dans le cadre des chantiers de jeunesse. Des effigies, des bustes, des chansons célèbrent la patrie et la défense de celle-ci par Pétain. On peut parler d'un véritable culte de la personnalité, à l'image des régimes fascistes, nazis ou communistes. Le régime de Vichy n'est donc pas un régime fasciste, mais réactionnaire. C'est une dictature et non un totalitarisme, car l'Église, les autorités d'occupation du Nord, impriment des volontés parfois ouvertement contraires aux désirs du chef de l'État. Sa xénophobie, dénaturalisation des enfants nés de parents étrangers sur le sol français après 1937, et son antisémitisme, loi discriminatoire d'octobre 1941, ne sont pas imposés par l'Allemagne nazie, mais sont intrinsèques au régime. Le commissariat aux affaires juives est créé. Ce commissariat est créé par un collaborationniste antisémite, Xavier Vallat. Ce dernier fait voter en juillet 1941 une loi portant sur le statut des juifs qui aggrave les restrictions concernant cette population et ordonne un recensement national des Israélites. Il y a donc un antisémitisme qui n'est pas importé d'Allemagne, mais qui est intrinsèque aux dirigeants de Vichy. Un régime collaborateur. Le début officiel de cette collaboration d'État est marqué par l'entrevue de Montoire entre Hitler et le maréchal Pétain le 24 octobre 1940. Cette mise au service de l'administration, de l'économie et de la main-d'œuvre française est sans doute tactique pour la plupart des vichistes qui pensent obtenir des compensations de la part du régime nazi. Par contre, elle est pour certains collaborationnistes l'instrument d'une radicalisation du régime et un moyen d'aligner la politique française sur l'Allemagne nazie. Ces tensions sont visibles au sommet de l'État, où Laval est contraint à la démission en décembre 1940 et où il est remplacé par l'amiral Darlan, plus modéré vis-à-vis de l'Allemagne. Mais la politique de collaboration ne change pas vraiment d'orientation. Par contre, la pression allemande va être de plus en plus forte tout au long de la guerre. La politique de collaboration s'accentue avec l'instauration de la relève, envoi d'ouvriers français en Allemagne en échange du retour de prisonniers français, puis en février 1943 du STO, service de travail obligatoire, qui conduit 700 000 Français en déportation du travail. La collaboration est également policière. Vichy et les nazis ont les mêmes ennemis, communistes, juifs, tziganes. Cela conduit donc le régime de Vichy à participer à la solution finale. 76 000 juifs des 700 000 vivant en France sont déportés. 2500 seulement reviendront. Le point d'orgue de cette collaboration antisémite est l'organisation de la gigantesque rafle du Veldiv concernant les juifs de la région parisienne le 16 et 17 juin 1942. Cette rafle est planifiée et réalisée par les seules administrations et forces de l'ordre françaises sous la direction de René Bousquet. Contrairement aux espérances de Pétain, les libérations de prisonniers sont rares, moins de 15%.
La ligne de démarcation reste toujours difficile à franchir, asphyxiant l'économie d'un pays pillé par les Allemands. Les prélèvements augmentent sans cesse, rendant les conditions de vie très difficiles. En juin 1942, après le retour de Laval, sous la pression des Allemands, la politique de collaboration s'étend et s'amplifie. En novembre 1942, avec l'occupation de la zone sud par l'Allemagne et l'Italie, la collaboration va franchir un nouveau pas. Cela se traduit par l'arrivée au pouvoir des ultras de la collaboration et des collaborationnistes les plus déterminés. Philippe Orion à l'information, Joseph Darnan, dirigeant de la LVF, est nommé secrétaire d'État au maintien de l'ordre, Marcel Déat devient secrétaire d'État au travail et à la solidarité nationale. Même si Pétain a pu être rétif à l'infiltration des ultras au sein de son gouvernement et dans les administrations qu'il dirigeait, il ne s'est jamais opposé à eux de façon frontale. Jamais il n'a freiné la machine policière. Il n'a jamais démissionné ni condamné les exactions de la milice et a cautionné l'envoi de milices françaises sur le front russe sous l'uniforme allemand, les fameuses LVF, Légion des volontaires français. Les nostalgiques de Vichy développèrent la thèse du glaive et du bouclier, De Gaulle étant le glaive, Pétain le bouclier, thèse selon laquelle les deux hommes se seraient entendus pour protéger la France. Il s'agit d'un mythe visant à réhabiliter l'image d'un dictateur conscient de ses actes jusqu'au bout et d'un régime autoritaire qui rompit avec toutes les traditions démocratiques et républicaines.